qui a été rendu possible. Amel nous a donné son accord pour ça. Ensuite, le lien sera communiqué et sera disponible sur la chaîne YouTube de la fédération. Voilà. Il y a Amel aussi qui nous transmettra sa présentation au format PDF qu'on insérera dans le prochain spéléoscope. Donc juste quelques mots sur Amel Poulain, très rapide. Donc Amel en fait a fait sa thèse à l'université de Namur en Belgique et c'est à cette occasion en fait qu'il a commencé à développer ce nouveau modèle de fluorimètre. Et puis derrière, il a continué en fait à développer ça en partenariat avec la commission scientifique de la Fédé. Et puis maintenant, il continue le développement et puis il propose ce dispositif au travers d'une société qu'il a créée. Donc il saura vous en parler ensuite. Donc il y a environ une demi-heure de présentation. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à les poser dans le chat. C'est le bandeau que vous avez sur la droite. Moi, tous les micros seront coupés pour que ce soit plus facile. Voilà, donc évitez d'allumer votre micro en cours de route, ce sera beaucoup plus confortable pour tout le monde. Et puis après, on aura aussi une série de questions et de réponses. Donc éventuellement, on sélectionnera parmi les questions du chat pour vous inviter à prendre la parole, ou alors vous pouvez lever la main, mais je ne sais pas si c'est facile à identifier. Voilà. Pour nous, c'est une première aussi, donc on espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison, mais on va faire tout notre possible en tout cas. Voilà. Donc encore merci à Maël, et puis je te laisse la parole et pour pouvoir nous présenter ce nouveau dispositif Fluorimètre. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour à tous et à tous. Merci de votre présence ce soir. Je vais commencer simplement par remercier donc effectivement la commission scientifique de la Fédé, Vincent Schneider et aussi Alexandre Zappelli qui sont à l'initiative de cette conférence, qui a donc pour thème le fluorimètre stream, mais plutôt mais davantage aussi le projet stream qui a été à l'origine de ce développement. Alors je vais évidemment partager mon écran pour que vous puissiez voir ce dont je vais parler. Voilà. Alors, excusez-moi, il y a juste un point que j'ai oublié de préciser et je viens de m'en rendre compte. Il est possible en fait que le flux soit difficile à passer pour que vous receviez bien la vidéo. Si vous avez ce type de problème, n'hésitez pas à couper votre caméra qui en fait ne sert à rien, mais permettra d'éviter d'envoyer de grosses masses de données sur le réseau. Ça facilitera aussi le débit pour tout le monde peut-être. Voilà. Désolé pour cette interruption, j'ai oublié de le préciser. Non, pas de souci. Si à un moment ça devait couper ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à envoyer des messages sur le chat parce que moi je ne vois évidemment que ma présentation et donc c'est bien que je sois aussi au courant. Voilà, je disais une présentation sur le fluorimètre stream et plus largement sur le projet stream qu'on a mené donc à l'université de Namur en collaboration avec la Fédération française de spéléo et sa commission Karst. Alors je vais d'abord rapidement me présenter pour ceux que j'aurais pas eu le plaisir déjà de rencontrer ou d'échanger par mail. Donc moi je m'appelle Amel Poulain, je suis hydrogéologue et je suis donc spécialisé en hydrogéologie karstique. Et plutôt spécialisé avec un regard méthodologique sur les méthodes de monitoring de terrain qui sont adaptées à l'hydrogéologie, à l'hydrologie. Alors, j'ai réalisé une thèse de doctorat dans cette thématique à l'université de Namur et je me suis justement intéressé à ces méthodes de monitoring et spécifiquement du point de vue des essais de traçage dans le domaine karstique. Et c'est lors de cette thèse qu'est né ce projet de développement de fluorimètre automatique Stream. Alors, c'est un projet que j'ai pas réalisé seul, bien évidemment. À l'origine du projet, nous étions un groupe de recherche centré autour de l'université de Namur, sous la direction du professeur Vincent Allais, et avec l'étroite collaboration de Gerd de Sadlar, qui est d'ailleurs là, je le salue, de Gaëtan Rocher et de Lauren de Wade. Il y a d'autres personnes qui sont ajoutées à la suite de ce projet. Alors, le programme de ce soir, c'est bien évidemment de vous présenter le fluorimètre Stream, que nous avons développé, mais l'objectif principal, c'est aussi de vous présenter pourquoi et comment on en est venu à réaliser ce genre de projet. Quelles ont été nos motivations, quels étaient nos objectifs et comment finalement ces objectifs ont peut-être évolué au fil de ces recherches, au fil du développement. Vous présenter évidemment ce à quoi on est arrivé comme résultat, par quels moyens et comment on souhaite mettre cette technologie à profit pour les recherches en hydrogéologie, mais aussi pour le milieu de la recherche en spéléo. Alors, voilà en résumé le sommaire de cette présentation.
je vais d'abord faire un retour sur la genèse de ce projet. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de développer un fleurimètre de terrain? Comment est-ce que ça a commencé? Et ensuite, je vais vous montrer quels étaient les défis à relever au travers des nouveaux développements qu'on a pu mettre en œuvre. Et ça vous permettra de vous présenter l'appareil Stream, le fleurimètre Stream tel qu'il existe actuellement, à quoi il ressemble, comment il fonctionne. Je vais aussi présenter quelques exemples d'applications de terrain qui me semblent intéressants ces dernières années. Et finalement, je vous présenterai la manière dont on a souhaité mettre cet instrument à disposition du public aujourd'hui. Il faut savoir que Stream, c'est un instrument commercial, bien sûr, parce que c'est pour nous un moyen de permettre de poursuivre la recherche et le développement par la valorisation de l'instrument, sous forme d'expertise en hydrogéologie. Vincent l'a dit, on a créé une spin-off de l'université suite à ce projet. Mais à l'origine, et je vais vous en parler, l'objectif, ça a toujours été de pouvoir faire bénéficier la communauté spéléo de cet outil. Et donc, on a décidé très récemment de permettre à des porteurs de projets de traçage dans le milieu spéléo, qui soient associatifs, éducatifs, de bénéficier de ces outils par le biais d'un appel à projets qui seront sponsorisés par notre société. J'y reviendrai en fin de conférence de manière plus détaillée, mais voilà, c'est quelque chose qu'on souhaiterait démarrer aujourd'hui. Alors, commençons par un retour sur la genèse de ce projet. On était en 2015. Moi, je faisais ma thèse dans le système karstique de la LOM, en Belgique, qui est un système que vous voyez là sur la carte, fléché LKS pour l'Homme Karst System, pas loin des grottes de Han, qui sont fléchées HKS. C'est un système de rivière souterraine assez complexe. Excuse-moi de t'interrompre, Amel. En fait, sauf si je suis le seul, on voit uniquement ta présentation, c'est-à-dire on voit le PowerPoint avec les slides, mais on voit pas le mode diaporama. Ce qui fait qu'on voit toujours que la première page, je pense. Tu n'es pas le seul. Ah, c'est ça. Okay, ok. Là, c'est bien, mais on n'est pas en mode diaporama, en mode plein écran, quoi. Ok, c'est bien de le dire. Alors, on va réessayer. Pas de problème. Je vais partager mon écran en entier. Comme ça, vous serez toujours sûr de voir mon écran. Et si je fais ça, là, c'est très bien. Oui, c'est parfait, là. Ok, c'est bien mieux comme ça. Merci de m'avoir prévenu. Et donc, du coup, vous avez loupé la slide du sommaire, mais je pense que elle se suffit à elle-même. Voilà, j'en étais donc à la jeunesse du projet. Et donc, je parlais de la carte. Du coup, c'était pas très explicite. Je faisais ma thèse dans le système karstique de la LOM, qui est un système karstique en Belgique, proche des grottes de Han. Il est fléché LKS sur la figure. Et donc, c'est un système complexe de rivières souterraines qu'on cherchait à caractériser. On cherchait à caractériser le fonctionnement, l'organisation hydrogéologique, et on réalisait régulièrement des essais de traçage avec des traceurs fluorescents. C'est une méthode très commune en hydrokarstique. Et la spécificité de notre labo, c'est que on utilisait plusieurs fleurimètres de terrain tout au long des trajets souterrains de ces rivières pour définir avec précision la manière dont ces écoulements se comportaient et comment ils évoluaient au fil des saisons. Et donc, on avait de nombreuses cavités souterraines qui sont parfois étroites en Belgique, dans lesquelles on allait installer des fleurimètres, ce qui nous permettait d'avoir des données à assez haute fréquence sur le passage de ces traceurs fluorescents, qui nous permettait de préciser le comportement de ce système assez complexe. Alors, toute personne qui réalise ce type de manip de terrain et de traçage en milieu karstique, c'est que la mise en œuvre de ce genre de méthodologie, depuis sa conception, le choix du monitoring jusqu'à la réalisation des prélèvements, aussi leur analyse, leur interprétation, c'est un travail quand même de longue haleine qui demande de l'investissement, qui demande des efforts logistiques, des efforts humains, et tout particulièrement lorsque les points de monitoring sont situés dans des cavités souterraines. Alors forcément, quand on met en œuvre tous ces efforts, on cherche à obtenir les meilleurs résultats possibles, ou en tout cas les résultats, le plus de résultats possibles en tout cas, d'avoir plus de réponses que de questions. Et bien souvent, c'est pas aussi simple que ça malheureusement. Et d'autre part, c'est le jeu. On ne peut pas toujours tout mesurer. Il y a un certain nombre de limitations qui vont entraver ces investigations. Une première limitation est liée au fait même que l'environnement karstique, l'environnement de la cavité,
ne permet pas d'effectuer une surveillance. C'est trop difficilement accessible, c'est trop éloigné, c'est trop étroit, c'est noyé par des fluctuations de la nappe phréatique, ou alors c'est bien trop dangereux d'y amener des instruments scientifiques qui pourraient être sensibles. Une deuxième limitation, c'est que on ne peut pas toujours prévoir une surveillance dans tous les endroits que l'on souhaite, qu'on souhaite surveiller. Le CARS, c'est souvent complexe, les résultats vont être parfois inattendus, et de ce fait, on a un choix de sites de surveillance qui est généralement vaste. Et on va disposer les méthodes de surveillance lors de ces traçages selon un certain schéma, en fonction des connaissances préalables qu'on a, en fonction des ressources qui sont disponibles, mais aussi en fonction de l'accès à certaines cavités. Et donc finalement, on va faire un choix qui va parfois être la source d'une certaine frustration. C'est le cas aussi lorsqu'on va analyser le résultat et on va s'apercevoir que tiens, on aurait dû mettre en place un monitoring supplémentaire à tel ou tel endroit, on aurait dû prévoir un échantillonnage plus régulier dans tel ou tel site, source, rivière souterraine. Et donc, finalement, de ces limitations d'une part, et d'autre part, de cette envie d'acquérir des données les plus exhaustives possibles, eh bien, on est né un besoin de quelque chose de nouveau, d'un nouvel outil qui réponde à la fois aux besoins pratiques, mais aussi aux besoins analytiques. Alors, l'initiative ne vient pas de moi, en fait. De par la nature de nos investigations et le fait d'être nous-mêmes spéléos, on collaborait avec d'autres spéléos pendant ce projet, et notamment Gert de Sadlar, qui est du Spéléo Club Cascade en Belgique, et qui un jour vient nous voir et nous dit, voilà, j'ai inventé un appareil de terrain, un fleurimètre, c'est une petite boîte, et j'aimerais bien qu'on puisse la tester sur le terrain dans le cadre de ces recherches, dans le cadre des recherches qu'on menait dans le système de la LOM. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a testé ce prototype, on a comparé les résultats que donnait cette invention par rapport à d'autres méthodes. Là, en l'occurrence, on utilisait des fleurimètres G-Gun de chez Albia qui sont quand même bien connus dans le milieu. C'était les équipements avec lesquels on était habitué de travailler dans notre laboratoire. Et on s'est aperçu, lors de ce premier test, que les résultats étaient assez prometteurs. Ça, c'est les premières courbes de restitution qu'on a obtenues en comparatif dans le système de la LOM, avec des calibrations séparées pour les deux instruments. Il n'y a pas de corrections qui ont été faites sur ces données, et donc c'était relativement encourageant. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait aller plus loin. On a donc dupliqué ce prototype, on a fait plus de tests, on a cherché à valider l'appareil, c'est-à-dire tester d'une part la reproductibilité entre plusieurs appareils PluoG, puisque c'était le nom de cet appareil, et puis l'exactitude de ces mesures par rapport à d'autres méthodes de référence. Et donc, on a comparé ici 3 instruments qu'on avait reproduits avec un échantillonneur automatique et des analyses de spectrofluorimètre. Et vous avez les résultats à droite, où on voit que avec des calibrations indépendantes, de nouveau, on avait d'une part une bonne reproductibilité et d'autre part des résultats qui étaient exacts, c'est-à-dire conformes à ce qu'on peut obtenir avec des analyses au laboratoire. On avait des perturbations des mesures au fleurimètre de terrain FluoG avec la lumière du jour, du fait qu'ici on mesurait dans une résurgence de surface, et donc ça c'était une des choses qu'on pouvait améliorer. Alors, on s'est bien rendu compte en 2016 qu'on était en face d'un outil qui avait la possibilité de répondre à nos attentes de terrain, de débloquer certaines limitations qui existaient en matière de surveillance d'essais de traçage dans le karst, dans des sites difficiles d'accès, dans les cavités souterraines. Quelque chose de léger. On avait un appareil qui faisait 2,5 kg, qui était assez compact, et donc forcément quelque chose qui s'adapte bien à un usage spéléo. Alors la conception de base imaginée par Gert était quelque chose de relativement simple. Ça ne veut pas dire que c'était simpliste, ça veut dire simplement que c'était un outil qui suffisait à lui-même, qui était totalement submersible, et ça pouvait nous permettre des nouvelles perspectives. Alors c'est là en fait qu'a vraiment démarré le projet. On avait d'une part un prototype qui avait fait ses preuves, on avait un concept de sonde autonome qui simple, qui pouvait répondre à des besoins de terrain, avec un potentiel de développement. On a donc rassemblé des acteurs qui étaient hydrogéologues, ingénieurs, spéléos, et on a tenté de développer davantage ce prototype. Le but,
c'était de le rendre utilisable par une personne, je dirais lambda. C'est pas tout à fait ça. En fait, c'est une personne avec notamment un minimum de connaissances, bien entendu, sur la mise en œuvre d'un essai de traçage. Hein. Le but, c'était pas de faire un outil grand public. Ça n'a pas de sens du point de vue de la méthode, tout simplement. Mais un outil qui est utilisable facilement et qui va offrir une certaine garantie, de certaines garanties de sécurité, de durabilité, de robustesse, mais qui garde les atouts de l'invention de Geert, c'est-à-dire un outil qui est compact, qui est léger, qui est simple et qui permet d'acquérir des résultats dans des environnements spéléo notamment, surtout de débloquer certaines limitations qu'on avait jusqu'alors. L'ambition, c'était de pouvoir faire du monitoring facilement sur un très grand nombre de sites simultanément avec un effort logistique et humain qui soit le plus faible possible. Alors, concrètement, on a cherché un financement. C'est la région Wallonne en Belgique qui a financé ce développement. Et au niveau des acteurs, on avait donc l'Université de Namur qui faisait partie du consortium, on va dire, avec son expertise en matière d'hydrogéologie karstique. Et le fait qu'on soit tous Péléo dans l'équipe de recherche est évidemment un plus. On avait Gert de Sadlar qui était ingénieur et donc une des chevilles ouvrières de ce projet. Et on avait des industriels et aussi des utilisateurs finaux. C'est à ce titre que la commission scientifique de la Fédé de Spéléo s'est impliquée, à savoir qu'elle allait apporter un regard extérieur critique sur ce qu'on avait développé, sur les performances, les qualités, les défauts pour une utilisation de l'appareil dans le karst. Voilà donc comment le projet Stream a été lancé. On était alors en 2017. Alors, mais qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Quels ont été les nouveaux développements sur ce projet? L'idée, en fait, ça a été d'apporter toute une série de garanties à l'utilisateur final, une série d'améliorations qui vont rendre l'utilisation de ce fluorimètre facile, mais sans nuire à son côté simplifié. Parce que, selon moi, ce qui reste l'atout principal du prototype qui a été développé, c'est le fait qu'il n'y ait pas 36 fonctionnalités, 36 boutons, 36 options. Ça va limiter les capacités de l'appareil à répondre à des besoins très spécifiques, mais l'idée, c'est de garder en tête sa principale raison d'être. C'est finalement d'apporter une solution de monitoring fiable et automatique dans des environnements difficiles comme une cavité souterraine, avec donc une simplification logistique du fait de sa petite taille, qui va être un atout indéniable quand on va mettre en place un réseau de monitoring, évidemment. Alors, ça, c'est un petit aperçu de comment l'appareil s'est transformé au fil du temps, depuis 2015 jusqu'à la version qu'on connaît aujourd'hui, qui est la version tout à droite. Voici en résumé les points sur lesquels on a travaillé pendant ce projet. On a développé un casing, c'est-à-dire un boîtier étanche, robuste, qui va être adapté à différents environnements. On a développé une électronique dédiée, c'est-à-dire une électronique qui va s'adapter dans son format aux autres éléments qui sont aussi développés. On a développé et validé des canaux de mesure supplémentaires pour mesurer par exemple d'autres traceurs ou encore la turbidité. On a travaillé sur les batteries pour offrir une meilleure autonomie à l'instrument. Et finalement, on a développé une interface utilisateur, c'est-à-dire une interface de prise en main intégrée au fluorimètre. Alors l'idée, c'est que je vais passer rapidement ces points en revue pour vous montrer quelles contraintes on avait et quels résultats on a obtenus. Je vais faire ça au travers aussi de quelques données de terrain. Alors, je vais commencer par le casing étanche. C'est le principal aspect, évidemment, en matière de garantie, puisque pour une sonde qui est 100% submersible, il faut pouvoir garantir à l'utilisateur que s'il fait des efforts pour mettre en œuvre un traçage d'envergure, ces efforts vont pas être réduits à néant par une crue importante qui va immerger l'appareil sous 10 mètres, 100 mètres d'eau. Et donc, par la même occasion, on a aussi parfois des environnements naturels qui sont assez violents. En termes, je parle de débit, de matériaux qui peuvent être charriés. Et donc, il fallait quelque chose qui soit capable de résister à des chocs. Et finalement, si l'idée, c'est que l'instrument est destiné à être emporté facilement dans des endroits difficiles d'accès,
il faut qu'il puisse être malmené, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, qu'on ne doit pas craindre de le rendre, d'avoir des dysfonctionnements parce qu'on l'a transporté. Alors, voici quelques photos de ce casing pendant son développement. On a choisi une forme cylindrique pour qu'il puisse être aussi utilisé dans d'autres contextes, notamment des puits de forage. Et donc, voici la version finale. On est parti sur un casing cylindrique en aluminium anodisé avec un vitrage qui est résistant en polycarbonate, au travers duquel se fait la mesure optique des paramètres dans l'eau. Donc, les mesures de fluorescence sont des mesures optiques, et un bouchon étanche qui permet l'accès finalement au seul et unique connecteur, qui est un connecteur USB, qui permet la communication et la recharge de la batterie qui est à l'intérieur. Alors, utilisé sur le terrain, évidemment, l'instrument n'est pas connecté. Le bouchon qui est dessus est fermé et l'instrument est 100% étanche. Alors, on a testé tout d'abord en question d'essai avec un collègue, collègue spéléo de Geert, qui est Sten Tiabali. On a testé ça jusqu'à 50 mètres de profondeur. Ensuite, on a fait des tests de certification qui ont montré une résistance de ce casing jusqu'à des profondeurs de 1000 mètres, c'est-à-dire 100 bars de pression. On a aussi plus récemment pu démontrer sur le terrain des tests jusqu'à une profondeur de 800 mètres, donc en réelles conditions de mesure. Alors, on n'avait pas d'objectif en soi. L'idée, c'était simplement qu'on a fait un design relativement simple et on a regardé quelle performance on pouvait atteindre et on a regardé si ça pouvait être suffisant. Si clairement, ça nous semblait être le cas. Alors, l'idée, c'est qu'on a de l'aluminium anodisé qui permet une protection qui est relativement optimale dans la plupart des environnements d'eau douce, mais néanmoins, on a développé un design qui est relativement simple dans l'idée de pouvoir être décliné sous différents types de matériaux et s'adapter, par exemple, à des environnements pollués, à des environnements marins, à des environnements un peu plus agressifs vis-à-vis du matériau qui va être utilisé. Ça, c'est pour le casing étanche. Alors, au niveau des capacités de détection, on a voulu développer un instrument qui était multicanaux, parce que c'est régulièrement demandé, utilisé sur le terrain, c'est-à-dire être capable de mesurer plusieurs traceurs fluorescents avec un seul instrument, voire d'autres types de paramètres. Et donc, on a adapté l'instrument pour qu'il soit en mesure de mesurer à la fois la fluorescéine sodique, qui est donc l'uranine. Vous avez ici quelques courbes de restitution, quelques courbes de calibration, par exemple, classiques pour la fluorescéine sodique, et aussi d'autres traceurs qui sont couramment utilisés par les hydrogéologues ou les spéléologues, la sulforodamine B, l'acide amino G, qui est un traceur plutôt dans l'ultraviolet. En plus de ça, on a développé un canal de mesure de turbidité, ce qui permet de suivre les impacts de la turbidité sur la détection des traceurs fluorescents dans l'eau. L'idée, c'est d'avoir une mesure informative qui va permettre de dire si on a des impacts ou non. Et donc, on a au final un instrument avec 4 canaux optiques qui peuvent être activés ou non et peuvent donc mesurer à la suite les uns des autres les différents paramètres dans l'environnement, à chaque intervalle de temps qui va être choisi par l'utilisateur. Alors, pour information, voici quelques chiffres qui vous montrent quelle sensibilité l'appareil va pouvoir atteindre, avec une meilleure sensibilité évidemment pour la fluorescéine sodique. C'est déjà le cas pour la plupart des appareils du même type. C'est pour ça qu'il est fortement utilisé comme traceur. Et donc, ça veut dire qu'on peut aujourd'hui réaliser des traçages avec plusieurs traceurs simultanément, bien que, mon avis, est que ça complexifie quand même fortement les opérations, mais ça peut être un atout intéressant pour gagner du temps ou permettre de tester, par exemple, plusieurs hypothèses dans des conditions hydrogéologiques qui sont similaires et où si on change, si on fait plusieurs traçages à la suite dans des conditions qui peuvent changer, on peut avoir des résultats qui vont peut-être varier. Alors, ça, c'est pour les différents canaux optiques. Un autre développement, ça a été de travailler sur les batteries, au niveau de l'autonomie de batterie. Le prototype de base était déjà conçu pour être extrêmement peu énergivore. Le principe, c'est qu'on va avoir un appareil qui s'éteint qui s'allume uniquement lorsqu'il prend une mesure et ensuite il s'éteint complètement, c'est-à-dire qu'il ne consomme aucune énergie. Ça, c'est
un développement très intéressant que Geert a réalisé sur son prototype. Et donc, on peut, en choisissant un intervalle de mesure adapté, augmenter considérablement la durée de vie de l'instrument. On avait, avec le prototype, des durées de vie d'environ 8000 mesures. Ça fait environ 5-6 jours si on fait une mesure par minute. L'exemple du bas, où vous avez le calendrier qui défile en dessous, vous montre, la courbe en noir, c'est la courbe de batterie qui est assez typique, vous montre qu'on a une autonomie environ de 1 mois avec une mesure toutes les 5 minutes, ce qui était le cas lors de cet essai. Alors, on a adapté le nouveau design à l'intégration de batteries au lithium, qui sont donc rechargeables, lithium-ion. Et aujourd'hui, on a environ 30 000 mesures d'autonomie, ce qui fait, si le pas de temps est de 1 minute, on a environ 20 jours, et si le pas de temps est de 10 minutes, on a environ 7 mois d'autonomie. Alors, c'est 4 fois plus que ce qu'on avait avec les prototypes. Donc, c'est quand même une bonne amélioration. Évidemment, ça dépend des conditions de mesure, de la température principalement, de ce qui va être mesuré comme canal, quel canal va être activé ou non. Alors, cette batterie, on l'a voulu rechargeable facilement, et donc c'est un appareil où on va pas pouvoir enlever la batterie. On va recharger via le câble USB, via le port USB, l'appareil, soit par un ordinateur portable, soit par un adaptateur comme on rechargerait un téléphone, un mobile. Et forcément, si vous êtes sur le terrain, le désavantage de choix, c'est que vous ne pouvez pas recharger votre appareil. Alors, c'est une limitation qui nous a semblé être surmontable, puisque l'idée, c'est qu'en adaptant facilement l'intervalle de mesure, vous allez pouvoir considérablement augmenter la durée de vie de mesure, à savoir que si vous mesurez par exemple toutes les 5 minutes et vous constatez que l'appareil arrive en fin de vie, vous pouvez modifier l'intervalle à 10 minutes, ce qui va vous assurer 2 fois plus d'autonomie pour la fin de votre manip. Donc voilà, ça nous semblait un bien pour un bénéfice intéressant pour finalement quelque chose qu'on peut facilement contrôler et prévoir. Voilà pour les batteries. Alors, la dernière chose qu'on a faite et qui était un travail assez conséquent quand même, c'est de développer une interface utilisateur pour l'appareil. C'est utile quand on souhaite évidemment le configurer, le contrôler de façon simple. Et pour ce faire, on s'est basé sur les expériences qu'on avait eues avec d'autres appareils scientifiques de terrain, des fluorimètres évidemment, mais aussi d'autres types de sondes, des sondes de turbidité, des sondes de niveau, des sondes de conductivité électrique, j'en passe. Et donc, on s'est basé aussi sur les retours utilisateurs qui ont pu tester les prototypes, qui ont pu tester les instruments en cours d'élaboration, et c'est là finalement que la commission scientifique a joué un rôle important en apportant un regard critique qui était assez intéressant. Et donc, à chaque fois qu'on a utilisé ou fait utiliser nos instruments, l'idée, ça a été de capter ces retours utilisateurs, quelles impressions, quels étaient les besoins, quelles étaient les anecdotes sur des cas d'utilisation spécifiques. Et à partir de ça, on a tenté de créer une interface. Et c'est une interface qui est d'ailleurs en constant développement chez nous. Alors, la première contrainte qu'on s'est imposée, c'était de rester simple et de faire la balance intéressante entre donner la possibilité aux utilisateurs de faire énormément de choses avec l'appareil, donc de faire quelque chose de très complet, et d'autre part, un besoin de simplicité qui va permettre à l'utilisateur une prise en main qui est facile, qui est efficace. Une logistique qui ne soit pas trop prise de tête quand on va être sur le terrain, qu'on va être les pieds dans la boue, dans le froid, je ne sais pas, sous la pluie. Et donc, ça, c'était véritablement un exercice assez compliqué parce qu'on sait que le scientifique, et encore plus spécifiquement le spéléo, c'est quelqu'un qui est curieux de nature et donc il va avoir envie d'avoir accès à toute l'information. Il a envie d'avoir accès à toutes les capacités de ce genre d'instrument. Il a envie de comprendre comment ça fonctionne. Il n'a pas spécialement envie d'un instrument qui sort des résultats sans qu'il ait une véritable prise en main dessus. Et donc, cette envie demandait à ce qu'on fasse quand même quelque chose de suffisamment détaillé. Et d'autre part, donc, le leitmotiv, c'était de faire quelque chose de simple. Pas faire une usine à gaz qui soit impossible à comprendre et surtout qui soit génératrice de nombreuses erreurs éventuelles sur l'utilisation au jour le jour.
Alors, pour tenter d'allier ces deux aspects, la première chose qu'on a fait, c'est de partir du constat que les interfaces utilisateurs d'appareils scientifiques, c'est souvent compliqué par l'installation et la compatibilité du logiciel de base. Il faut installer un logiciel. Alors, on se demande, est-ce que c'est compatible avec mon ordinateur? Est-ce que j'ai besoin de le mettre à jour? Est-ce que j'ai besoin de l'ordinateur de terrain sur lequel est installé le logiciel pour configurer mon instrument? Pas de chance, cet ordinateur-là, il n'est pas disponible parce qu'il est utilisé par un collègue, par une connaissance, pour un autre instrument qui doit aussi être configuré. Donc, de base, le fait d'avoir un logiciel qu'on allait distribuer, qu'on allait télécharger, installer, ça nous semblait déjà être une mauvaise idée. Et on s'est dit, puisque l'utilisateur a déjà le fluorimètre dans ses mains, eh bien, pourquoi ne pas intégrer directement le logiciel au matériel, c'est-à-dire au fluorimètre. Alors, étant donné que l'instrument a été conçu de manière spécialement robuste, l'idée c'était pas d'intégrer totalement ce logiciel sur le fluorimètre, à savoir qu'on va pas avoir de bouton, on va pas avoir d'écran sur l'appareil pour interagir avec. Donc le principe c'est simplement que l'interface logicielle est installée sur le fluorimètre et que l'utilisateur va pouvoir visualiser cette interface à l'aide d'un ordinateur, à l'aide d'une tablette, à l'aide d'un smartphone. L'ordinateur, finalement, la tablette, n'est qu'un moyen de prise en main. Et de ce fait, il n'y a pas besoin d'utiliser un logiciel spécifique. Il n'y a pas besoin de se soucier de la compatibilité. Quand on peut utiliser n'importe quel ordinateur ou n'importe quel outil pour pouvoir visualiser cette interface qui est sur le fluorimètre. Le principe de cela, c'est que on va, lorsque le fluorimètre va être alimenté par son câble, par exemple quand on le recharge, il va émettre un signal Wi-Fi qu'on va pouvoir capter avec son ordinateur. On va pouvoir se connecter sur l'instrument et accéder à cette interface de communication via un navigateur web, c'est-à-dire Firefox, Google Chrome ou encore Microsoft Edge, qui sont les plus courants. Et donc, on va faire ça, mais sans être connecté à Internet, évidemment. C'est en réseau local, donc c'est-à-dire on n'a pas besoin d'un accès à Internet pour accéder à ça. C'est le fluorimètre qui génère, si vous voulez, ce signal et cette possibilité d'accès à l'interface. Alors pour nous, cet aspect permettait déjà une bonne souplesse au niveau logistique, puisque au niveau de la mise en œuvre d'un essai de traçage, puisque si on a par exemple plusieurs instruments, eh bien on peut les configurer de manière individuelle par différentes équipes. On n'a pas besoin d'un matériel spécifique pour le configurer. On peut avoir n'importe quel ordinateur. Et dans les cas les plus avancés où on souhaite configurer, visualiser, télécharger des résultats même sous terre, eh bien on peut le faire par exemple avec un smartphone et on peut adapter l'outil qu'on va prendre sur le terrain en fonction exactement de l'environnement dans lequel on va se rendre. Alors, l'interface, la voici. En tout cas, une partie de cette interface. On l'a voulu très simple, mais évidemment, suite aux multiples retours qu'on a eu des utilisateurs, on a quand même donné la possibilité de faire pas mal de choses, tout en restant sur un fonctionnement relativement basique. Alors, quand on accède à l'interface, donc on a cette page, on va pouvoir je ne sais pas si j'ai un pointeur ici, à mon avis, j'ai pas vraiment de pointeur, mais quand on va ici en haut à gauche, on a une petite icône qui permet d'accéder par exemple aux paramètres de cette interface. On va pouvoir modifier, mettre le fluorimètre à l'heure par exemple, voir l'état de la batterie, voir l'intervalle de mesure avec lequel on va mesurer les paramètres sur le terrain. On va bien sûr pouvoir démarrer une acquisition de données et on va pouvoir, après l'acquisition de données, télécharger les données qui vont être visualisables sous forme graphique, les données qui auront été enregistrées sur l'appareil. On va pouvoir les exporter, on va pouvoir les visualiser sous forme ici d'un tableau par exemple, on va pouvoir les exporter ici par exemple, les enregistrer sur son ordinateur pour utiliser un programme qu'on a l'habitude
par exemple Microsoft Excel ou des choses comme ça, selon ses propres habitudes. Alors, il y a deux choses qu'on a inclus en plus dans cette interface, suite à ces retours utilisateurs. Ces deux pages additionnelles que vous avez au-dessus. Vous voyez, il y a la page données du fleurimètre dans le bandeau du haut. Et il y a aussi les pages mesure en direct et les pages calibration. Alors, la page mesure en direct, la voici. Elle va offrir la possibilité à l'utilisateur, au travers de cette interface, de commander une mesure en direct à un intervalle de temps très court, de quelques secondes, et dont on va pouvoir visualiser le résultat directement à l'écran sous forme graphique. Il y a aussi un tableau de données qui est généré. Et l'intérêt de ça, c'est de pouvoir réaliser certaines mesures de manière très rapide, pour des mesures, par exemple, de débit par dilution, pour des essais de traçage très courts, où on reste à côté de l'appareil, parce que ça va durer seulement quelques minutes ou quelques heures, et des petits tests qui peuvent être, par exemple, menés en exploration. Ça, c'est une première page qu'on a ajoutée. La deuxième page, c'est la page de calibration. Cette calibration, elle vient du fait que c'est souvent nécessaire de bien calibrer ce type d'instrument pour chaque campagne qui va être menée. Alors souvent, c'est une chose qui est un peu négligée parce que si on cherche seulement les connexions hydrogéologiques et les vitesses d'écoulement dans un système, ben, ça ne demande pas toujours de calibration précise. Et malgré tout, quand on a besoin d'une calibration précise, notre expérience et les retours qu'on a eus nous montrent que la gestion des fichiers de calibration peut être parfois difficile à gérer et justement générer une mauvaise utilisation de cette calibration. Et donc, la solution qu'on a voulu développer ici, c'est d'intégrer la procédure de calibration à l'interface de chaque appareil. C'est-à-dire que l'utilisateur, lorsqu'il calibre son appareil, va générer un fichier de calibration qui va être propre à l'appareil et surtout qui va être stocké dans l'appareil duquel il provient, de manière à ce qu'on puisse le réutiliser plus tard. Donc, à la fin, ici, au travers du paramétrage de l'instrument, je peux choisir un set de paramètres de calibration. Je peux aussi en intégrer manuellement parce que on a cette souplesse-là qui existe. Mais en tout cas, les données, les fichiers de calibration qui sont stockés sur l'appareil n'appartiennent qu'à l'appareil. Et donc, ça permet de pas faire de mélange et pas d'utiliser des fichiers de calibration d'un autre appareil pour un tel, etc. Donc ça nous semblait intéressant pour simplifier cet aspect logistique. Alors, cette interface, je vais revenir ici, cette interface, forcément, elle est pas parfaite, hein, on lui apporte toujours des modifications, c'est ce qui est en cours actuellement. Et l'autre aspect que l'on a avec l'expérience, l'autre aspect que je voulais mettre en avant, c'est que avec nos composants, on a une expérience, un recul de quelques années, et avec cette interface, on a un recul seulement environ d'une petite année. Et donc, évidemment, on ne peut pas exclure aujourd'hui à 100% qu'il y ait certains problèmes qui se manifestent à mesure qu'on va utiliser ces instruments. Alors, ce qu'on essaye depuis le début, c'est de garantir à tout prix, et jusqu'à présent, c'est un succès, on doit nous en féliciter, c'est d'avoir une mesure qui est fiable, c'est-à-dire une mesure et un enregistrement des données avec certitude lorsque l'appareil est sur le terrain. Ça peut sembler assez basique, mais en fait, c'est un véritable challenge. Et jusqu'à présent, le système a fait ses preuves dans le fait que on mesure et on enregistre ces mesures sur l'appareil. Pour ce qui gravite autour de ce fonctionnement basique, à savoir l'interface, la visualisation, la calibration, eh bien, on bénéficie finalement de beaucoup moins d'expérience. Mais pour l'instant, je pense que c'est des choses qui sont moins problématiques. C'est très intéressant, évidemment, mais l'intérêt, c'est l'important, je pense, c'est qu'on puisse toujours avoir accès aux données qui ont été enregistrées, et c'est finalement le plus important quand on cherche à avoir. Juste ici, petit mot par rapport au recul, finalement, qu'on a par rapport à l'utilisation de ces instruments. Alors, ce recul, justement, je vais vous l'expliquer par rapport à quelques exemples de terrain que j'ai choisis. Depuis 2016, on a utilisé tant les prototypes FluoG que les appareils Stream en cours de développement ou finalisés dans plein d'environnements différents,
plein d'essais de traçage. Premier exemple, c'était ici en 2016 à la grotte de Rochefort en Belgique. On a pu faire des suivis de percolation de stalactites, donc des essais de traçage qui sont menés depuis la surface vers les cavités pour étudier la vulnérabilité de ce genre de système par rapport à des pollutions en surface. Et donc l'intérêt du fluorimètre, c'était qu'on puisse le mettre ici dans un petit bac en dessous de la flèche, dans un petit bac qui collecte les percolations de stalactites, donc des percolations relativement faibles. Ici, avec un intervalle de 5 minutes, on avait 4 mois de mesure. Vous voyez, il y avait une petite interruption évidemment suite à un mauvais changement de batterie, mais on avait avec 5 minutes environ 1 mois de batterie pour chaque batch de données, ce qui nous a permis d'avoir ici un set de données relativement long et assez intéressant. On a fait une publication à ce propos-là à l'Université de Namur, si ça vous intéresse. Quelque chose d'autre ici, c'est au travers de notre collaboration avec Alexandre Zappelli, qui est aussi de la commission, sur le suivi de sources d'eau de montagne avec le prototype Fluog. On avait donc l'intérêt, c'était que l'instrument puisse être emporté relativement facilement sur des sites où on a des marges d'approche qui peuvent être plus ou moins longues. On avait ici un intervalle de mesure de 10 minutes pour l'uranine, la turbidité, la température, avec une belle courbe de restitution qui avait été mesurée pendant ce traçage dans le sud de la France. Autre exemple ici, en 2019 en Ardèche, on faisait du suivi dans une rivière souterraine. L'idée, c'était de comparer un tout premier prototype de fluorimètre stream, vous le voyez sur la photo, qui a été prise par Stéphane Jaillet, et de comparer avec les résultats d'un GEGEN de chez Albilia. Les données venaient de Alexandre Zappelli de nouveau. Alors vous avez le résultat en haut. Au niveau, le GEGEN n'avait pas été calibré, donc pas intéressant de comparer dans l'absolu, je veux dire l'amplitude de ces courbes de restitution, mais ce qu'on voyait, c'est que la variabilité du signal était exactement similaire dans les deux appareils, ce qui nous encourageait évidemment à poursuivre tant le design qu'on avait un petit peu changé que le développement qu'on était en train de faire avec ce nouveau fluorimètre. Plus récemment, en Italie, on a fait des mesures en forage dans des environnements un peu plus agressifs avec un fluorimètre stream qui était finalisé. Et pour ce faire, donc là, vous avez juste un exemple des courbes de restitution qui ont été mesurées. La courbe finale, c'est la courbe en vert. On voit aussi la courbe en vert foncé qui est les données brutes avant calibration. On a aussi mesuré la turbidité. Alors, c'est mesuré dans des puits, et donc à chaque fois que le prestataire ici enlevait et remettait l'instrument dans un puits de forage, on avait une perturbation du milieu, notamment en turbidité, qui est liée au fait que l'appareil perturbe le milieu quand il est inséré dans ce genre d'environnement. Pour vous donner une idée, voilà, c'était un casing spécial qu'on avait mis en œuvre en inox et en polycarbonate et en polymère pour un environnement spécifiquement agressif dans ce cadre-là. L'idée, c'était aussi, je vous l'avais dit au départ, de faire un design qui soit facilement modulable entre différents types de matériaux. Aussi récemment, cette année, un exercice comparatif en Belgique, des mesures à la sortie d'un pompage, c'est quelque chose qui est parfois fait également. Et l'idée là, c'était sur ce pompage de faire un essai de traçage vers le puits de production et de comparer entre un appareil stream finalisé, un GEGEN de chez Albilia et une sonde aquaride qui est un autre type de fluorimètre qui existe sur le marché. Dans la photo, les trois appareils sont là en dessous. Il y a le fluorimètre stream qui est sous la flèche, et puis un peu plus à droite, vous reconnaîtrez le GEGEN, et juste à côté, la sonde aquaride qui est aussi dans une cellule de mesure. Et donc, on dévie l'eau du puits, l'eau de pompage pour alimenter ces cellules de mesure. Et donc, on était relativement content des résultats puisque en termes d'amplitude et en termes de style de restitution, on avait des choses extrêmement similaires entre les différents appareils. On a eu quelques problématiques tant sur la sonde stream que sur l'aquaride par rapport au fait qu'il y a eu des variations de débit dans les cellules de mesure. En fait, les robinets ont un petit peu foiré, et donc
dû à une variation de débit, il y a des variations et des perturbations au niveau des courbes de restitution, mais l'important, c'était qu'on voyait qu'on avait des choses qui se valaient, en tout cas au niveau du Gegen et du Fleury Stream. Pour la petite histoire, le signal très bruité de la sonde Aquaride vient du fait que, apparemment, ce type de sonde est perturbé par le fonctionnement des pompes péristaltiques, donc les mouvements magnétiques qui sont liés aux pompes, qui sont à proximité, mais pas tout à fait à proximité. Donc c'est quelque chose c'est un bruitage qui s'arrête dès que ce genre de pompe est arrêté. Encore un exemple cette année pour vous illustrer le mode de mesure en direct. Ici, c'était l'Université d'Avignon qui a fait un TP pour des étudiants. Et l'idée, c'était, avec un intervalle ici de 20 secondes, pendant 1h30, de faire une mesure en sortie de pompage, avec de nouveau un essai de traçage depuis un piézomètre vers un pompage en activité, de l'uranine, de la turbidité et de la température. Là, nouveau, c'était un Fleury Stream finalisé, donc on était relativement satisfait des résultats, des courbes qu'on avait pu obtenir avec ici notamment ce mode de mesure en direct. Un traçage ici en France pour vous illustrer un multitraçage entre fluorécéine et uranine et sulforodamine. Donc on a eu une injection de 2 traceurs différents avec le résultat de 2 courbes de restitution qui se surimposaient, donc avec une séparation facile, mais c'est bien connu pour l'utilisation de ces 2 types de traceurs, mais une séparation facile de pics de restitution sans traitement supplémentaire. Alors le bruit, le bruit qu'on peut voir au début de la courbe de sulforodamine, dans la montée de l'uranine, mais également à la fin des courbes de restitution, c'est en fait encore une fois dû à la lumière du jour. C'est le principal finalement inconvénient du Fleury Stream, c'est que on mesure pas dans une cellule de mesure, on mesure à travers un vitrage qui n'est pas placé dans une cellule de mesure ou s'il n'est pas couvert par quelque chose qui va empêcher la lumière du jour de fortement impacter la mesure, et bien on va pouvoir avoir un bruitage. La mesure va être corrigée, mais pas entièrement, et donc c'est ce qui amène ce type de perturbation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours bien tenir compte et dont on essaie évidemment de tenir compte lors de nos manips. Plus longuement et plus dans un cadre de recherche, en Belgique, on a une thèse qui se poursuit actuellement à l'Université de Namur par Romain Deleu, qui est l'étude de la dispersion des traceurs en conduit karstique, afin de voir d'une part comment tout cela fonctionne, pour voir aussi la représentativité selon le positionnement d'un instrument de mesure. Il y a un papier qui vient de sortir à ce propos-là, si la thématique vous intéresse. Et encore une fois, pour ce type d'investigation ici, Romain a utilisé jusqu'à une dizaine de fluorimètres qui placent sur une section de rivière karstique, qui fait ces traçages, et il observe la variabilité de la courbe de restitution en fonction de l'endroit où on va prendre la mesure. Évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir ici de nombreux instruments pour pouvoir étudier ça de manière extrêmement théorique et de manière extrêmement fondamentale. Ça n'a rien d'appliqué ici, mais c'est l'idée évidemment que Romain poursuit avec sa thèse. Alors, pour terminer cette conférence, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous expliquer comment on a souhaité mettre ces développements au profit des utilisateurs, qu'ils soient des professionnels ou non d'ailleurs, et plus spécifiquement pour les spéléos qui utilisent les traçages dans le cadre de l'exploration ou de tout type d'application d'ailleurs. Alors, je vous l'ai dit, le Fleury Stream, c'est aujourd'hui un instrument commercial, à savoir que à la suite de ce projet de recherche, notre souhait, c'était de pouvoir valoriser le développement qui avait été réalisé et de quelque part avoir la possibilité de poursuivre l'aventure en aval d'une recherche à l'université, parce que à un moment, lorsque votre projet de recherche a atteint son objectif, eh bien, ça devient finalement plus compliqué de dégager des financements de projets de recherche pour pérenniser ces développements, pour les faire aller plus loin, pour les faire évoluer. Et donc, ce qu'on a fait pour essayer de
financer, si je puis dire, la suite de ce projet, c'est qu'on a créé Traqua, qui est donc une spin-off de l'Université de Namur, que j'ai créé avec ma collègue Sophie, et qui valorise ce développement sous forme d'expertise hydrogéologique, sous forme d'essais de traçage, de monitoring, dans le karst, mais aussi dans beaucoup d'autres applications où ces fluorimètres peuvent avoir un intérêt. Et dans ce cadre, et en appui à ces services d'expertise, on loue également ces appareils, principalement aux professionnels du secteur qui vont eux-mêmes réaliser ce type d'expertise et qui sont intéressés par les caractéristiques de l'appareil. Alors, on ne vend pas les fluorimètres stream, c'est une question qui revient souvent et donc je prends les devants. En tout cas, c'est pas encore au programme pour l'instant. Pour quelle raison? Eh bien, la première raison, c'est que vendre un appareil de ce type, finalement, ça veut dire s'arrêter à un moment de son développement et un moment de développement qu'on suppose suffisant et se dire, OK, on va distribuer ce produit là, tel qu'il est à l'heure actuelle. Nous, ce qu'on souhaitait davantage, c'était d'être en mesure de proposer à tout moment à l'utilisateur la dernière version de ce qu'on est en train de faire. C'est un développement qui est continu et notamment en matière d'interface, de prise en main, etc. On voulait pouvoir donner cette dernière mouture de nos développements. Alors, une deuxième raison, c'est que notre souhait, c'était de valoriser notre développement par l'utilisation de l'appareil, la valorisation des données qu'il peut apporter plutôt que par l'appareil lui-même. Évidemment, on est hydrogéologue, tant lorsqu'on était au stade de développement à l'université de Namur que dans le cadre de Traqua, notre métier, c'est de faire de l'hydrogéologie et donc de proposer notre expertise sur base de ce qu'on peut faire avec l'appareil, des données, de la plus-value de son utilisation sur le terrain, etc. Et donc, par rapport à cela, on ne souhaitait pas changer de métier et en vendant cet instrument et en gérant, par exemple, le service après-vente d'un instrument de ce type. C'est pas une machine à laver et donc, quand on rencontre un problème, même après plusieurs années, c'est forcément vers le fabricant qu'on va se tourner pour avoir des solutions. Et donc, même si on confiait cette vente à un prestataire externe, il allait toujours avoir besoin d'une expertise qui accompagne ce produit. Et en cela, ça allait nous apporter une valorisation parce que forcément l'appareil allait être utilisé, mais d'autre part, ça allait nous empêcher de faire ce qui est notre vrai métier. Alors, on ne dit pas pour autant que ce ne sera jamais le cas au niveau de la vente, mais l'idée, c'est plutôt de faire évoluer le produit dans la philosophie qu'on a encore aujourd'hui et de se dire qu'à un moment, on sera peut-être prêt à le proposer à la vente. Alors, pour le milieu spéléo, ce qu'il faut savoir, c'est que un des leitmotifs du projet a toujours été de créer un outil qui puisse être utile au milieu spéléo, au milieu de l'exploration, du karst, de la protection des ressources en eau par les spéléos, par les associations, et aussi par les programmes éducatifs, par exemple, qui vont utiliser ces traçages pour former des spéléos notamment. Et c'est un outil utile pour l'acquisition plus simple de données de qualité, pour faciliter la logistique et certainement promouvoir, je pense, un outil qui est au service de la ressource en eau. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il était dommage que ce potentiel soit rendu impossible finalement parce que ce sont des activités, ce dont je viens de citer, qui n'ont généralement pas de budget alloué à des dépenses comme ça. Et c'est logique, ce sont des associations, des groupements de bénévoles, et ça ne cadre pas avec une location d'instruments. Et donc, pour pallier à cela, la proposition qu'on fait aujourd'hui avec Traqua, c'est de pouvoir sponsoriser chaque année certains projets de traçage dans le cadre strict de ces explorations spéléo, dans le cadre d'opérations éducatives par des associations, des clubs, des fédérations. Et donc, l'idée, ce serait que des porteurs de projets soumettent leurs propositions, quelque chose de simple. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de trop énergivore ni de trop chronophage, sur base donc d'un canevas avec une demande spécifique pour l'utilisation de que sais-je, un certain nombre de fluorimètres. Il y aura évidemment des limites. Que ce projet soit évalué au niveau de sa pertinence, au niveau de son encadrement, et des projets de valorisation qui seront envisagés sur base des résultats. Et qu'au final, on puisse avoir un projet qui puisse bénéficier
d'un sponsor qui lui permette de disposer des instruments pour faire son projet. Et alors, l'intérêt, il est vraiment double et nous, on s'en cache pas. D'une part, c'est que les projets Spéléo puissent bénéficier de moyens intéressants pour la mise en œuvre de leurs ambitions, qui sait créer des projets à partir de cela. Et d'autre part, nous, on poursuit cette volonté d'avoir, d'une part, un retour utilisateur qui vient du terrain et une valorisation du développement réalisé, des résultats qui sont obtenus sous diverses formes en fonction de l'ambition du partenaire. Moi, je suis scientifique, donc j'aime bien la valorisation sous forme de publication, mais d'autres que moi peuvent avoir d'autres idées de valorisation d'un projet. Mais l'idée, c'est toujours de pouvoir sélectionner des projets intéressants, ambitieux, de pouvoir leur donner des moyens ambitieux pour réaliser leur manip, pour qu'ils aient une plus-value plus intéressante à l'effort qu'ils vont fournir pour réaliser un traçage, et puis qu'ensuite on poursuive cet effort d'ambition en valorisant, en diffusant, en proposant des communications par rapport à ce qui a été réalisé. Et donc, très concrètement, nous, on va éditer cet appel à projet, qui précisera aussi les conditions pour lesquelles l'appel est valable. Les projets qui sont en vocation commerciale ou de recherche académique ne sont pas éligibles. L'idée, c'est que c'est vraiment réservé aux projets Spéléo dans un milieu d'exploration, dans un milieu d'éducation. Et donc, le document précisera aussi le retour qui finalement est attendu de la part du responsable du projet, d'essayer de voir un peu ce qu'on fait ensemble. Et donc, ce sera un appel qui sera ouvert toute l'année, qui, j'espère, permettra de promouvoir, de sponsoriser 3-4 projets par an en fonction de leur ampleur et de ce qu'ils souhaitent réaliser. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je voulais spécifiquement parler ce soir. C'est quelque chose qu'on avait en tête depuis un moment, mais qu'on souhaite lancer à partir de maintenant. Et ça nous semblait une bonne opportunité de vous en parler ce soir. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Donc voilà, merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais arrêter le partage et répondre avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup Amael. C'était vraiment passionnant. C'était un peu plus long qu'une demi-heure, mais voilà, c'est toujours comme ça. Non, c'était vraiment merci pour la présentation. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, en fait, c'est que tu nous présentes ce développement dans les moindres détails, étape par étape, avec les freins, les leviers, les réponses que tu apportes et comment ça s'organise. Ça, c'est vraiment passionnant et merci beaucoup. Donc, pour l'instant, j'ai pas vu de questions dans le chat. Il y en a juste une que moi j'ai posée. Alors, sauf si quelqu'un veut prendre la parole à une question en particulier. Fabien, ouais. Oui, grand merci Maël, effectivement, pour cet exposé et pour le travail réalisé surtout en amont de l'exposé. On en avait rêvé, on peut dire que vous l'avez fait, quand je dis vous, c'est l'équipe qui est derrière aussi. Et il y a quand même, par rapport à l'exposé, pas mal de questions qui se posent. Je suis désolé, je vais pas être trop long, mais j'ai une dizaine de questions quand même qui sont apparues au cours du temps. Je l'ai fait dans l'ordre de l'exposé, c'est des réponses en général très très rapides. Et voilà, ça va déblayer un peu les choses. D'abord, tu as dit à un moment donné, Amel, c'est pas un outil grand public, ce serait un non-sens. Alors, je voulais nuancer un petit peu parce qu'il y a tout un domaine dans lequel aussi cet outil pourrait être utile, c'est les sciences participatives. Et il se développe actuellement, notamment des sciences participatives qui sont aussi des produits, on va dire, éducatifs, mais au sein de produits touristiques. C'est tourisme scientifique. Et il y a des associations qui sont lancées là-dedans avec des professionnels compétents, mais je pense que cet outil les intéresserait beaucoup. Dans le Vercors, par exemple, il y a eu la deuxième édition, c'est pendant les vacances de la Toussaint, donc ça vient d'avoir lieu, deuxième édition d'un camp scientifique. J'avais envoyé d'ailleurs l'info sur la liste de la commission scientifique. Donc voilà, là je pense que ce genre d'outil, ça pourrait être intéressant et je pense que tel qu'il est déjà développé, il peut, parce que ces programmes de sciences participatives sont quand même encadrés, il pourrait être utilisé déjà en l'état, mais ça peut aller jusqu'à l'utilisation par des non-spéléos, je veux dire, c'est des gens qui vont faire la spéléo dans le cadre du stage, mais qui ne sont pas spéléos à la base et qui
sont souvent des ados, des jeunes, etc. Donc Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais je voulais attirer ton attention là-dessus aussi. ouais, tout Et à fait. Ben, en fait, de la prestation sous forme de location, hein, ce ne serait pas un projet Spéléo. C'est des organismes. quand je parlais de ça, ça rejoint un peu mon commentaire par rapport à dire, c'est pas une machine à laver, en sens, l'idée même de l'appel à projet, mais du fait que c'est pas grand public, c'est que je pense que c'est un outil qui doit effectivement rester encadré, parce que c'est un outil, le traçage, l'essai de traçage, qui est extrêmement intéressant, extrêmement utile, et de ce fait-là, il faut que nous tous, c'est-à-dire les hydrogéologues, les spéléologues, euh, garantissent la pérennisation de cet outil par une utilisation correcte, par une utilisation raisonnable, avec des bonnes pratiques, etc. Et donc, c'était simplement de dire, on met pas ça dans les mains de n'importe qui va demain faire un essai de traçage n'importe comment et pourrir un petit peu la réputation et qui va peut-être faire que demain, eh ben, on pourra plus utiliser cet outil dans tel ou tel système parce qu'il y aura eu trop de mauvaises expériences, etc. C'est aussi ça, dans notre appel à projet, dans le cadre où on évalue l'encadrement, c'est de savoir, ben, effectivement, s'il y a cette volonté de faire les choses avec des bonnes pratiques pour pérenniser plutôt que de se dire on va offrir la possibilité à des gens qui ne devraient pas le faire de le faire. Voilà. Mais intéressante remarque, je ne manquerai pas de regarder à ça. Du coup, la question corollaire par rapport à ces traçages participatifs, nous, souvent aussi, on prend le parti de travailler dans le visible pour être plus démonstratif en quelque sorte et marquant dans les effets. Et quel est le seuil de saturation de déconcentration que cet appareil permettrait? Est-ce qu'on peut travailler dans le visible, y compris dans des concentrations très fortes qui souvent, même avec l'albilia ou autre, on arrive à une saturation et on va pas pouvoir avoir. Il faut des dilutions en labo derrière pour arriver à trouver des signaux exploitables, on va dire. Ouais, ici on a vu, on a testé jusqu'à environ 3000 ppb, mais on s'est rendu compte que forcément ça dépendait fort de la qualité du produit de traçage, au-dessus de l'environnement dans lequel on va mesurer effectivement bruit de fond et autres, mais fort du produit de traçage. Et donc oui, on a une gamme qui est quand même relativement haute, en sachant que au-delà de 500, 1000, on va commencer à être sur des choses qui vont être non linéaires. Mais qui n'empêche de pouvoir effectuer une mesure, une calibration, et donc d'avoir une mesure qui est relativement exacte. Tu présentais la turbidité comme une info, j'ai pas bien compris, complémentaire, c'est-à-dire plutôt une donnée environnementale pour la fiabilité du signal fluorescent. C'est Oui, ça? on nous pose souvent la question de si le signal de fluorescence est corrigé de manière automatique par la turbidité. C'est pas le cas. En fait, on mesure la turbidité pour pouvoir se dire, OK, si j'ai une perturbation dans mon signal de fluorescence, est-ce que ça peut être lié à un pic de turbidité? Et donc, on a l'info de turbidité qui est disponible, quoi. Ah, j'ai pas entendu, désolé. L'appareil. Je n'ai toujours pas entendu. Ah, allô, allô? Ouais, là, j'entends. Ouais. J'ai demandé si cette info de turbidité était quand même suffisamment fiable pour être utilisée en elle-même, parce que c'est aussi une Oui, info oui, sur ton. bien sûr. Donc, c'est calibré. J'ai montré une valeur de calibration. C'est calibré. Ça nécessite d'être calibré. Mais tout à fait, oui, oui, on l'a utilisé. Enfin, nous, chez Traquan, on l'utilise pour certains de nos clients qui souhaitent juste avoir cette valeur-là suivie à haute résolution sur certains sites. Oui, oui. À disposition peut-être répondre à la question, mais en gros, elle est non amovible, intégrée donc à l'appareil, et du coup, c'est elle qui conditionne la durée de vie de l'appareil. Le nombre de cycles de la batterie fait que quand elle arrive en bout de vie, on peut la changer quand même pour continuer avec le même appareil ou vous êtes obligé de changer d'appareil, enfin l'appareil est fini. J'ai pas entendu le début de la question, mais je pense que j'ai compris. Donc oui, effectivement, après un certain cycle, ben, on peut changer la batterie, mais elle est accessible.
Elle est juste pas accessible. Oui, ok. Pour l'utilisation, elle n'a pas besoin d'être accessible. Mais si c'est pour faire une analogie avec, par exemple, des sondes bien connues, qui, une fois que la batterie est morte, la sonde est morte. Non, c'est pas le cas. Ici, on va remplacer juste la batterie. Euh, voilà. C'est super. Et il y a aussi un dispositif de fixation, parce que comme tu dis, le milieu peut être très agité. Et je l'ai pas vu Oui, sur le bouchon. Ouais, Donc on peut y glisser un mousqueton, une corde. Nous, on utilise généralement des filets acier avec un petit plastique dessus, et c'est par là qu'on l'accroche. C'est par le bouchon. mais c'est un seul point du coup, donc ça va être. Oui, il y a un petit trou. Ça dépend vraiment de comment on veut l'utiliser. Maintenant, la sonde peut être fixée avec deux colsons sur une barre enfoncée dans le substrat. Il y a autant de méthodes Oui, que d'utilisateurs, je pense. bien sûr. Alors justement, comme tu dis, ça dépend comment on veut utiliser. Tu l'as beaucoup développé et montré par rapport à l'utilisation en souterrain. Est-ce que quand même l'utilisation en exutoire, donc avec l'immersion dans l'eau de surface à l'exutoire, c'est possible aussi. Tu parlais du problème d'incidence de la lumière du jour. Euh, Oui, oui, c'est possible. D'ailleurs, on fait énormément de mesures, nous, comme ça. En fait, l'appareil va automatiquement corriger la lumière du jour incidente, mais quand cette lumière du jour est fortement variable, rien que par le fait que l'eau bouge et que les rayons du soleil vont être fortement fait quelques secondes, en fait, la correction n'est pas assez rapide que pour pouvoir pleinement traiter fortement le signal. Donc, on va avoir un signal qui va être bruité, mais va être quand même très facilement interprétable. J'en ai montré quelques exemples. Et sinon, on a des caches, des capots qu'on peut mettre dessus, qui sont des caches en impression 3D qu'on adapte et puis qu'on envoie, mais en fonction du besoin réel. Sinon, un bon bac noir, l'instrument en dessous, et ça fonctionne, mais tout dépend en fonction de l'utilisation. oui, bien sûr. La notice, vous avez prévu une notice pour les gens qui utilisent, vous allez envoyer, je suppose, l'appareil au niveau de la location ou de prêt. Vous allez envoyer l'appareil avec un de transporteur. Retour pareil. Il y a une notice prévue, enfin un pack. Oui, oui, donc l'appareil effectivement est envoyé par transporteur. C'est une boîte de 2 kilos. Et puis à l'intérieur, bah, il y a le câble et on envoie la notice par PDF. C'est une Ouais. notice, comme toutes les notices, c'est intéressant de la lire. Peu de gens le font, mais c'est intéressant. En même temps, si tu veux connaître un petit peu la signification des termes, là j'ai vu canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, il faut bien savoir quelque part à quoi ça correspond. Je sais pas si c'est la notice qui donne la réponse ou. Oui, ben, ça dépend. Non, les canaux sont toujours de la même manière. Donc, c'est toujours canal 1, fluorécéine, canal 2, turbidité, canal 3, sulforodamine et canal 4, acide aminogé. C'est qu'ils sont pas toujours activés. Donc, soit euh, en fonction de quel canal est activé. Cette information que tu viens de donner, il faut bien qu'elle soit écrite quelque part pour être communiquée à Oui, l'utilisateur. oui, bien sûr, bien sûr. La prise en main de l'interface et la prise en main de l'appareil sont décrits avec des photos, des captures d'écran dans un manuel tout à fait classique, je veux dire. Oui, d'accord. Et puis pour terminer, hein, vous avez pensé éventuellement, puisque tu avais une expérience où il y avait la température aussi qui était mise en parallèle, mais je suppose que c'était avec un capteur indépendant. Non, Non? la température est mesurée aussi. Oui, j'ai peut-être pas Ouais, été. ouais, c'était pas évident. Ouais. Ah, Donc ça, pardon. En fait, oui, la température est mesurée en interne. Et donc, de nouveau, c'est quelque chose d'indicatif, en sachant que l'intérieur de l'appareil va avoir une certaine inertie par rapport à l'extérieur. Euh, une inertie qui est relativement rapide, c'est quand même un appareil métallique. Donc, mais je veux dire par là, je mets toujours en garde du fait que si on a des changements très brusques de température et qu'on veut être attentif à ça, ben, c'est intéressant d'avoir un autre capteur. Mais les capteurs de température sont facilement accessibles, coûtent pas très cher. Mais l'appareil intègre un capteur de température qui va donner des informations tout à fait utiles. De nouveau, si on veut faire des interprétations un peu croisées, ça fonctionne bien, quoi.
Et on peut rêver d'avoir un jour un appareil qui fait non seulement fluorimètre, mais justement conductimètre, thermomètre, pH-mètre intégré dans ça l'appareil, techniquement. Oui, oui, oui. Là, on se heurte au fait de vouloir faire quelque chose qui reste simple. Mais oui, pourquoi pas. À vrai dire, nos développements actuels sont plutôt sur des mesures optiques, qui sont pas donc des mesures de paramètres physiques. Et donc non, c'est pas quelque chose qu'on a développé. D'accord. Et pour finir, la question à 100 francs, c'est peut-être de le dire. Le coût de la location, vous avez déjà des tarifs en tête et Oui, 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 on a des tarifs. Donc en fait, les locations, c'est décliné si vous faites une location pour un projet commercial, euh, il y a un certain prix. Ma collègue Sophie peut tout vous envoyer, ce sera plus simple. Des, euh, on a des tarifs qui sont préétablis. Et puis si vous faites des projets, par exemple, pour des projets de recherche, des projets qui n'ont pas de but lucratif, alors là, il y a des tarifs plus intéressants, mais qui pour nous restaient trop inaccessibles malgré tout pour par exemple des projets d'exploration en spéléo où il n'y a pas de choses. C'est pour ça qu'on propose cette troisième alternative, mais avec des objectifs complètement différents, quoi. le principe, c'est il y a un coût au jour, c'est un coût un forfait À la semaine, à la semaine. avec des tarifs dégressifs en fonction de la durée et en fonction du nombre d'instruments qui sont mobilisés. Et il y a une caution, je suppose, par appareil. Oui, il y a une caution qui fait office d'acompte, on va dire. Il y a une caution pour l'appareil, et puis il faut être assuré en responsabilité civile euh, en cas de problème par rapport à l'appareil, de perte de vol qui serait pas due à vous, mais qui serait Ouais, bien sûr. malencontreusement ça peut arriver. Donc voilà, généralement les locations se font comme ça. On vous demande preuve d'assurance et puis une caution, et puis l'idée, c'est que nous, on envoie ça par la poste. Vers la France, ça prend un jour et puis c'est relativement rapide. Très bien. Ben, merci, j'en ai terminé. Merci de votre patience à tous. Merci Fabien. Du coup, je vais prendre le relais. Je te propose, c'est Amel, de prendre les questions en fait dans le chat. Certaines questions ont déjà été abordées avec Fabien. Est-ce que la communication par Wi-Fi elle est possible quand le stream, même s'il est sous l'eau? Et est-ce qu'il y a une immersion ou une épaisseur de tranche d'eau maxi en fait pour que la communication passe? Alors non, pour la simple raison que c'est pas fait pour en fait. Le Wi-Fi est juste utilisé pour accéder à l'interface de communication. Et donc, on n'utilise pas le Wi-Fi sous l'eau. Et d'ailleurs, lorsque l'appareil est branché euh, pour utiliser le Wi-Fi, donc il est alimenté, euh, l'appareil ne va pas sous l'eau. La connexion n'est pas étanche. Ok, Donc, d'accord. si vous voulez faire une mesure en direct, par exemple, avec l'appareil branché, il faut simplement mettre la tête de l'instrument sous l'eau. Euh, et pour toutes les autres mesures autonomes, il faut fermer l'appareil et le mettre sous l'eau. Ok, Et pour info, le Wi-Fi sous l'eau, ça peut bien aller à 30 centimètres, mais pas très loin. ok. La question suivante, c'est est-ce qu'il y a une limite du nombre de points de calibration qu'on peut utiliser? Du nombre de points de calibration, quand on fait la calibration, Ouais, c'est ça. Est-ce que euh, c'est limité à 3, 5 ou au contraire, on peut en mettre 10 ou enfin voilà. non, on peut en mettre autant qu'on veut, Ok, en sachant que on peut mettre des points, les enlever, c'est une sorte de ok. petit assistant de calibration, on en met, on en enlève. Une fois qu'on est satisfait de ces points, on exporte et alors le programme calcule lui-même les coefficients, la courbe de calibration. Si on lui a mis trop de points et que les points sont un peu bizarres, enfin un peu trop éloignés les uns des autres, il va mettre plus de temps à calculer Hmm. sa courbe, mais il va y arriver parce que c'est une machine, donc on lui demande pas trop d'efforts quand même. Mais voilà, mais généralement nous on fait 5 points. Ouais, ok. Mais la question sous-jacente, c'était par rapport à quand on arrive à taquiner les zones de non-linéarité de la réponse, en fait. C'est là où ça peut être intéressant. Donc ça, c'est vraiment un bon point, quoi. Ok. La question suivante, c'est une question de Robert Durand sur la fiabilité de la vitre en polycarbonate, notamment vis-à-vis des rayures, parce qu'éventuellement, ça peut avoir une incidence sur les mesures optiques. Oui, forcément, ça va avoir une influence
sur les mesures optiques si c'est rayé. Jusqu'à présent, notre utilisation, on n'a pas eu de vitre ni brisée ni rayée, tout simplement parce que lorsque l'appareil est posé, les vis qui tiennent le polycarbonate, si vous voulez, font que le, l'appareil n'est pas posé sur sa vitre, il est posé sur les têtes de vis. Maintenant, c'est un peu de bon sens quand on met l'instrument sur site, de pas l'orienter face au courant, de faire les choses proprement, et éventuellement d'utiliser un capot qui permet de protéger l'appareil. Après, c'est du polycarbonate. On a aussi des versions plexiglas pour les traceurs UV, parce qu'il faut que ça traverse, évidemment. C'est aussi quelque chose qu'on a dû mettre en œuvre. C'est quand même des choses qui sont relativement résistantes, mais pas inrayables, effectivement. Ok. Après, une fois que l'appareil est rayé d'une certaine manière, il va toujours répondre de la même manière. Il faut juste le recalibrer avec la rayure, mais c'est mieux de changer la vitre. Ce qui est facile, ce Donc, n'est pas quelque chose de... Pardon, vas-y. Non, non, je t'en prie. Pour rejoindre une des questions effectivement de Fabien, donc il parlait donc la température, c'est inclus, c'est important de le préciser. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, effectivement, il n'y a pas non plus la mesure de pression, par exemple, qui est incluse dedans, notamment pour des suivis en forage. Ça pourrait être un truc intéressant, quoi. Ouais, effectivement. En fait, c'est dû au fait que on a une interface complètement étanche et on ne communique pas d'autre manière que optiquement avec l'extérieur. Ok, Donc, il faut pour l'instant coupler quelque chose. ok. Il y a Joël Fontenelle qui nous demande en fait si ces développements seront décrits lors d'un prochain week-end de journée scientifique de l'Union belge de spéléo. Je pense que tu étais déjà intervenu, mais pourquoi pas? Non? Euh, pour Ces ce développements samedi, seront-ils décrits lors d'un prochain week-end des journées scientifiques de l'Union belge de spéléologie? non, parce que je suis pas disponible samedi malheureusement. Donc non. Ah, Mais mais c'est par pas contre, le prochain, mais peut-être le suivant. oui, peut-être le suivant, mais il y aura une communication à ce propos au congrès de l'Union internationale de spéléo qui se tient à Aix, enfin au Bourget en juillet 2022. Donc c'est l'occasion d'y aller pour s'y rencontrer. Euh, je suis sûr que ça sera une excellente fête. Et Mais j'ai voilà, d'autres j'avais déjà questions sur le communiqué chat. par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai pas communiqué par rapport au dernier développement à ce propos-là, et spécifiquement pas pour les JSS. Ok. Y a-t-il d'autres questions en ligne? Ouais, moi j'ai une petite question, Frédéric Oui. Bonacossa, puisqu'on parlait justement de la fenêtre transparente. Est-ce que vous avez étudié, je veux dire, les modifications de la fenêtre avec la température, enfin l'influence de la température sur la fenêtre? Une petite question hyper technique, mais peut-être qu'il y a un effet. Non, c'est une bonne question. Non, pas du tout. Euh, non, parce que généralement, pas, pas pour chercher une justification à tout prix, mais on travaille généralement dans des variations de température qui sont assez faibles. Pour nos utilisations jusqu'à présent, je dis pas qu'on n'aura pas des applications qui seront dans des températures plus extrêmes. C'est quelque chose qu'on va tester, l'utilisation du fluorémètre en le faisant un peu monter en température. Si l'info vous intéresse, je pourrais évidemment enfin, elle sera mise à jour au fur et à mesure sur notre site web. Mais au niveau optique, non. Au niveau de la fenêtre, non. C'est pas quelque chose qu'on a étudié. On a étudié beaucoup de produits un peu bizarres, mais pas la température. Ah ok, non, c'est une petite question comme ça. Et dans la même veine, mais je pense qu'au niveau dérive temporelle, les mesures, souvent, elles s'échelonnent sur une semaine, donc la dérive temporelle de l'horloge que vous avez dit embarquer, elle est négligeable. Il en existe une. On a pu montrer des choses effectivement sur plusieurs mois, sachant que voilà, l'horloge elle tourne tout le temps, et donc quand on reprend l'appareil après plusieurs mois après l'avoir pas utilisé ou etc., on observe qu'il y a effectivement une dérive. On n'a pas fait d'études spécifiques, mais effectivement sur des périodes courtes de quelques semaines, quelques mois, c'est quelque chose qui est négligeable. Super, merci. Avec plaisir. On peut prendre encore une ou deux questions s'il y en a. Sinon, on va pouvoir se laisser, comme vous voulez.
Eh ben, très bien. Merci encore à Maël, merci à toute l'équipe et puis à tes collègues en fait qui ont permis justement ce développement, qui t'ont accompagné et puis qui étaient éventuellement présents. Merci à tous d'avoir participé. On espère pouvoir vous proposer ce cycle de conférences à un rythme trimestriel. On y travaille. On a des échanges là pour le début 2022, donc on verra ce que ça pourra donner. Donc, en attendant, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous voulez poser des questions ou entrer en contact avec la commission scientifique, on est tout à votre disposition pour répondre et animer ça. Et on espère qu'il y aura encore plein de conférences comme ça, quoi. Voilà. Un grand merci à Ouais. Maël. Et un petit mot pour terminer, donc par rapport à l'appel à projet qu'on fait et aux infos de manière générale, on se permettra de transmettre ça au travers de la Fédé, ne fût-ce que le canevas pour pouvoir y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on essaiera de le distribuer de manière la plus large possible par là. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée à tous et puis à très bientôt pour une prochaine conférence de la commission scientifique. Voilà. Merci Vincent. Allez, bonsoir. Super, bye bye. Bye. Merci. Merci.